Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Alain-Claude Bilimbizé, qui est conseiller politique du président gabonais et porte-parole de la présidence du Gabon. Bonjour. Bonjour. Apparemment, au Gabon, ça bouge beaucoup, hein, cette demande de conférence nationale depuis le retour du candidat à la présidentielle Baobam. Oui, mais c'est un statut tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que M. Baobam est candidat à la présidentielle depuis 3 ans. Bon. Il va falloir quand même qu'il arrête parce que la présidentielle est finie il y a 3 ans déjà. Non, il dit qu'il est président du Gabon. Oui, bon, mais un pays n'a pas de président. C'est une effraction insupportable pour tous ceux qui sont légalistes et constitutionnalistes. Et effectivement, il y a eu une demande pour une conférence nationale dite souveraine et le président gabonais Ali Bongo a fait la démonstration de ce que cette demande est totalement superfétatoire, qu'elle n'a aucun sens et que l'histoire du Gabon enseigne qu'on a déjà fait une conférence nationale et une, ça va. 2, ce n'est pas possible. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique? Est-ce qu'il y a un dialogue possible entre l'opposition et le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais? Mais vous savez, la question du dialogue politique dans un État, c'est réglé par les institutions. On a des institutions représentatives, le Parlement, le Conseil économique et social et d'autres institutions. Bien sûr que cette question est toujours possible, mais comment dialoguer avec des gens qui ne reconnaissent pas les institutions de la République, qui ne reconnaissent pas l'autorité du chef de l'État, qui ne reconnaissent pas du tout la légalité constitutionnelle. Comment on fait pour dialoguer avec des gens qui sont hors la loi? C'est toute la question qui est posée. Et en plus, on dialogue de quoi? Quel est l'agenda du dialogue? Ali Bongo Ndimba est président, il a un projet politique qu'il met en œuvre, il a un programme à exécuter, et comment interrompre la mise en œuvre de ce programme pour se préoccuper de gens qui veulent dissoudre des institutions, qui veulent qu'on reparte systématiquement à zéro. Ce n'est pas envisageable. D'accord. Vous avez rencontré la diaspora gabonaise en France, vous avez pu discuter avec elle de cette situation politique. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Quelles sont leurs craintes? Quelles sont leurs attentes par rapport à la scène politique en général, hein, et par rapport au président de la République en particulier? La diaspora gabonaise en France se pose énormément de questions, vu ce qu'elle lit sur la toile, ce qui se dit ici et là. Je suis venu la rencontrer, répondre à ces interrogations, pour leur dire le Gabon a un président qui est aux commandes, que l'État gabonais est en mouvement, il y a des difficultés, et que justement il y a un gouvernement qui est en place pour répondre aux attentes des Gabonais. Les difficultés sont nombreuses, mais la volonté de transformer le pays est encore plus forte. Et donc, il fallait les rassurer sur le programme qui est mis en œuvre, programme économique, programme social, programme culturel, pour faire en sorte que, effectivement, d'ici à 2025, le Gabon sorte de la situation actuelle pour compter parmi les pays émergents tels que voulus par le chef de l'État. Donc, il y avait ces préoccupations. Bien sûr, il y a la demande politique, mais à côté de la demande politique, il faut l'offre politique. Ali Bongo a une offre politique qui est claire. Cette offre politique, c'est faire en sorte qu'il y ait un passage de témoins de génération à génération. Et il a proposé dans son discours du 12 septembre d'introduire davantage... Devant le Parlement. Devant le Parlement, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, d'introduire dans la scène politique gabonaise des proportions de 30% de femmes pour ce qui est des listes de candidatures aux élections locales et 30% de jeunes. Donc c'est une manière pour lui de se poser dans le renouvellement de l'élite politique gabonaise. Juste une anecdote. Nous avons aujourd'hui sur la scène politique de l'opposition au Gabon des gens qui ont été ministres pendant 30 ans. Moi, j'étais à l'école primaire, qu'ils étaient déjà ministres. 30 ans après, ils sont encore sur la scène politique. C'est vrai que chacun peut mener sa carrière comme il l'entend, mais à quel moment les nouvelles générations vont-elles accéder au pouvoir? Donc, l'offre politique d'Ali Bongo, au-delà de la question du renouvellement des élites, c'est aussi la question de la gouvernance démocratique. Nous avons mis en place la loi sur la biométrie. Nous avons sélectionné une entreprise et nous sommes en train de faire en sorte que les prochaines élections ne soient plus chahutées. Oui, avant d'en arriver à la biométrie, est-ce que proposer ce renouvellement de la classe politique, c'est pas aussi contourner le problème que pose l'opposition en disant on a besoin d'une conférence nationale souveraine pour refondre le jeu politique au Gabon? Non, le jeu politique au Gabon a besoin d'être consolidé. Et dans une démocratie, puisque nous sommes dans une démocratie en construction, ce sont les élections qui rythment l'arrivée aux affaires des uns et des autres. Chercher systématiquement des consensus mous, des consensus qui vont faire en sorte qu'en définitive, on oublie l'économie et le social pour ne se préoccuper que de la classe politique, nous l'avons fait pendant 20 ans. Et le résultat est patent. Pendant 20 ans, nous avons reculé.
au plan social, au plan économique, au plan infrastructurel. Certes, on a eu la paix sociale, on a eu la paix politique, mais le prix à payer, l'addition est lourde. Le pays a arrêté de se développer. Donc c'est un constat, et ce constat nous amène à tirer les leçons. Nous ne pouvons pas continuer dans des consensus politiques mous au détriment du développement. C'est pour ça que nous disons non à la conférence nationale, mais oui au dialogue. Le dialogue à condition d'en déterminer le contenu. Et quelle forme pourrait prendre ce dialogue? Si à la rigueur c'est une question de cosmétique, oui, il ne faut pas appeler ça conférence nationale, mais comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce dialogue? Non, ce n'est pas une question de cosmétique, monsieur. C'est une question de contenu. Ali Bongo Ndimba, lorsqu'il s'est agi de discuter la question épineuse de l'île Banié, a réuni les forces vives de la nation, les partis politiques, la société civile. Lorsqu'il s'agissait de la biométrie, il l'a fait. Il a annoncé que prochainement, il réunira les forces de la nation pour s'inquiéter et faire des propositions sur la question de la CEMAC. Donc, il faut qu'on aille à un dialogue avec un agenda clair. Si c'est pour aller au dialogue, parce qu'il faut positionner les uns et les autres, ce n'est pas possible. Nous n'en sommes plus à cela. Il faut attendre les élections qui vont rythmer la vie politique. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui attendent 2016 pour la présidentielle et il faut qu'ils fournissent un projet pour 2016. Nous sommes désolés, nous, majorité, de constater qu'en face, il n'y a pas de projet. Nous aurions bien aimé discuter d'un projet politique, d'un projet économique avec eux, mais ils n'en ont pas. Et c'est bien pour ça qu'ils demandent la conférence nationale, parce qu'en l'absence de projet, il ne faut pas accéder au pouvoir. D'accord. Donc, vous étiez ce week-end en région parisienne pour rencontrer la jeunesse gabonaise, de façon générale, je le disais. Oui. Ce ne sont pas que les jeunes du PDG, hein, ce sont les jeunes vraiment gabonais de l'ensemble de la nation, y compris au niveau des sensibilités politiques. Qu'est-ce qu'il en est sorti concrètement? Ce qui en est sorti, c'est d'abord trois choses. C'est trois choses essentielles. Ils avaient besoin d'entendre un officiel gabonais et commenter avec eux le discours prononcé par Ali Bongo le 12 septembre. Ce qui a été fait. La deuxième chose, ils avaient un certain nombre de préoccupations liées notamment à la prise en compte de la diaspora qui est diverse, qui a un certain nombre d'expertises également accumulées et acquises en France. Comment cette diaspora peut aider et être utile au pays. C'était une deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, bien sûr, elle est d'ordre social. Il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent en situation difficile du fait des décisions qui ont été prises par les autorités gabonaises, notamment en ce qui concerne la limite d'âge pour accéder à la bourse d'études. Ouais. Donc toutes ces questions ont été posées, les problématiques ont été abordées et je dois dire qu'on est sortis là assez satisfaits les uns et les autres. C'était une réunion avec des jeunes, avec des compatriotes. Certains sont au PDG, soutiennent le camp au pouvoir, d'autres sont clairement dans l'opposition et ils l'ont exprimé, mais nous nous sommes entendus à l'issue de la rencontre. Très bien. Maintenant, vous parlez de ce qui se passera après. J'ai entendu parler de ce concept de Gabonais d'abord, qu'on avait déjà entendu dans le discours du président. Oui. Est-ce que cela prendra une forme concrète, y compris au sein de la diaspora? Oui, absolument. Le principe est de dire Gabonais avant tout. Gabonais avant tout parce que nous n'avons pas choisi nos ethnies, nous n'avons pas choisi nos origines, mais nous sommes au Gabon. Et ce qui nous unit, c'est le Gabon. Ce qui nous préoccupe, c'est le Gabon. Et les compatriotes qui vivent aujourd'hui au Gabon doivent placer notre pays au-delà de tout particularisme. Et nous devons accueillir les autres qui sont arrivés d'Afrique, nous aider à développer le pays et les intégrer parfaitement. Donc Gabonais avant tout. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on est Gabonais avant tout. Qu'on soit originaire d'un autre pays d'Afrique et qu'on ait choisi de s'établir au Gabon, on est Gabonais. Donc c'est un concept fort. Et le président est allé plus loin. Constatant les tentatives de dérive qu'il y a au sein de cette opposition, justement, qui n'arrive pas à produire un projet et qui veut se servir des communautarismes pour accéder au pouvoir, le président propose qu'on pénalise le tribalisme comme une forme de racisme. Le rejet de l'autre, parce qu'il est différent, ne peut plus être accepté en 2012 sur le continent africain. Donc le concept, il existe. Aujourd'hui, on se l'approprie. Il va y avoir des campagnes de communication, mais derrière ces campagnes, il va y avoir une législation mise en place pour légiférer sur les discriminations. D'accord. Parce que quand on dit Gabonais d'abord, cela peut avoir un double sens, parfois être mal interprété, notamment aujourd'hui que le Gabon préside la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Oui. Gabonais d'abord, ça veut dire qu'on donne la priorité aux Gabonais au détriment des autres communautés de l'Afrique centrale. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Nous disons Gabonais avant tout pour régler un problème interne au pays. Mais nous sommes ouverts tout à fait à l'intégration sous-régionale et même régionale. C'est pour cela que nous sommes clairement contre la xénophobie, parce que nous sommes 1,5 million d'habitants.
Si demain le Gabon se lance dans un projet industriel ou agro-industriel, comme nous sommes en train de le faire, nous aurons besoin d'avoir non seulement des Gabonais qui vont y travailler, mais des gens qui viendraient du Cameroun, de Guinée équatoriale, apporter leur expertise au Gabon. Tout ça, c'est pour développer notre pays. On ne développe pas un pays avec 1 500 000 habitants. Donc il faut qu'on accepte de changer l'approche que nous avons des questions de développement et des questions d'intégration régionale. D'accord. Nous sommes contraints d'y aller. Parlant justement d'intégration régionale, le Gabon et la Guinée équatoriale font partie des rares pays qui n'acceptent pas encore cette libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Est-ce qu'il y a un espoir, un calendrier par rapport à cette question? Monsieur Kemayou, j'observe que de nombreux pays d'Afrique centrale imposent encore des visas d'entrée à tous les autres. Non, il y a un calendrier qui va être mis en place pour ce qui est de la libre circulation des personnes et des biens. Mais il faut avouer que cette question pose celle des frontières. À partir du moment où on adopte cela comme principe, ça veut dire que la frontière du Gabon, ce n'est plus seulement le Cameroun, ce n'est plus seulement le Tchad, ça devient le Niger. Est-ce que le Tchad va se donner les moyens en tant qu'État, mais aussi les moyens au sein de la communauté pour garantir que les populations ne viendraient pas d'ailleurs pour circuler librement sur le territoire? Ça pose des problèmes de sécurité également. Ça pose des problèmes simplement de traçabilité des uns et des autres. Donc une fois qu'on aura mis en place tous les mécanismes nécessaires pour identifier clairement les populations, rien ne devrait s'opposer à ce que les gens circulent librement sur le territoire. D'où le sens de cette biométrie qui va être introduite, au-delà de la question électorale. D'où le sens de la biométrie, d'où le sens des mécanismes pour que chaque État se dote des moyens de traçabilité et que ce soit des moyens compatibles entre États, consultables, des fichiers clairement consultables. À ce moment-là, effectivement, on peut circuler librement parce qu'on est dans un espace où il y a des frontières qui existent, certes, mais où il y a des polices qui peuvent déterminer si tel ou tel individu a commis des forfaits dans tel État, est-ce qu'il va circuler librement dans tel autre État. Donc c'est toutes ces questions, ce n'est pas si simple que cela, mais c'est des questions qui font partie de l'agenda d'Ali Bongo pour la présidence de la CEMAC. D'accord. Est-ce qu'on peut estimer que dans 5 ans, par exemple, le niveau d'intégration de l'Afrique centrale pourrait être comparable à celui de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour rester dans la zone francophone ou la zone CFA? Il pourrait être comparable, mais cela va être difficile parce que l'Afrique de l'Ouest a bénéficié d'une vaste tradition d'échanges. C'est d'abord de grands commerçants, de grands voyageurs, avec des espaces beaucoup plus développés. Mais c'est la tendance, c'est l'objectif, et il faut y arriver. Peut-être que 5 ans, c'est court, mais dans tous les cas, dans 5 ans, dans 10 ans, nous devrions avoir atteint effectivement cette intégration. Un dernier mot pour conclure l'émission? Je vous remercie de nous avoir invités. La réalité du Gabon aujourd'hui, ce n'est pas seulement la politique. Le Gabon d'aujourd'hui, c'est un pays qui se développe. C'est un pays qui affiche un taux de croissance à 6,7%, à un taux de 7%, 6,7%. Le Gabon, c'est aussi des parcs nationaux. Le Gabon, c'est aussi une loi sur le développement durable. Le Gabon, c'est également un pays qui affiche aujourd'hui, dans son PIB, pour la première fois depuis 30 ans, la part hors pétrole est située à 12% du PIB. Donc c'est très important de le dire. Il y a des revendications sociales, politiques, comme dans tous les pays, mais le Gabon n'est pas une catastrophe, le Gabon n'est pas en crise, le Gabon se porte bien. Merci beaucoup, monsieur Alain-Claude Billy-Bizet. Je rappelle que vous êtes le conseiller politique du président Ali Bongo et que vous êtes également porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation. Merci à vous. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.